Parlez-nous de ce qui est arrivé à Democracy Now! Et au récit occidental en général. Oui, je veux dire, c'est assez intéressant de voir que, vous savez, le New York Times ne parle pas de tous les Palestiniens qui sont violés dans les prisons israéliennes. Et nous avons des images de cela. Il ne parle pas non plus de la façon dont des gens comme Epstein sont suicidés. Il ne parle pas du fait que les États-Unis ont plus de prisonniers en détention que n'importe quel autre pays au monde. Même si leur population représente un quart de celle de la Chine, ils ont bien plus de prisonniers que la Chine. Et proportionnellement à la population iranienne, leur population carcérale est bien plus élevée que celle de l'Iran. Donc les États-Unis n'ont vraiment aucune leçon à donner. Mais c'est comme ça que fonctionnent les médias occidentaux. Ils sont tous pareils. Le New York Times n'est pas différent de Breitbart quand il s'agit de l'Iran. CNN n'est pas différent de Fox News quand il s'agit de l'Iran. L'un peut être plus sophistiqué, l'autre plus tapageur, mais c'est la même chose. Ils appartiennent tous au même régime politique. Je voulais aussi ajouter rapidement que j'ai lu le livre de Stephen Kinzer sur le coup d'État, et il est très intéressant de constater que les coups d'État, d'après la Seconde Guerre mondiale, ont commencé avec l'Iran. Je veux dire, c'est un point très important à souligner. Et c'est le New York Times qui a commencé à qualifier Mohammad Mossadegh de Hitler, de Staline, de dictateur. Le New York Times, en 1952 et 1953, utilisait le même langage à propos du gouvernement iranien de l'époque, avant le coup d'État, qu'il utilise aujourd'hui à propos du gouvernement iranien et de la République islamique d'Iran depuis sa création. Le même langage, des fous, des gens déments, toutes sortes d'absurdités. Mais ce que Democracy Now! A fait ressemble un peu aux démocrates. Ils veulent faire croire qu'ils sont anti-guerre, mais ils ne font que dénigrer l'Iran. Ainsi, l'animatrice n'arrêtait pas de dire, j'ai oublié son nom, Amy quelque chose, Amy Goodman, oui Goodman. Elle répétait sans cesse, le régime iranien, le régime iranien. Et puis alors qu'on parlait de la frappe aérienne américaine sur l'Iran, elle évoque les frappes aériennes israéliennes et la frappe américaine. Ensuite, elle parle de la prison d'Evin, la tristement célèbre prison d'Evin. C'est une prison comme n'importe quelle autre prison. Mais vous savez, ils doivent utiliser le terme « notoire » dès qu'il s'agit de l'Iran. Ils n'utilisent jamais « notoire » pour parler des prisons américaines, qui sont infiniment pires. En réalité, Evin est une assez bonne prison. Les gens y sont plutôt bien traités. Et le gouvernement iranien, à cause de l'image que l'Occident a créée pour cette prison, accorde aux prisonniers là-bas des privilèges assez importants. Et beaucoup de personnes qui sont arrêtées, qui y vont, et qui en sortent, disent en fait que c'est pas si terrible. Maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Ils peuvent m'appeler propagandiste, je m'en fiche. Ça m'est égal, parce que rien de ce qu'ils disent ne compte pour moi. Car il est évident qui ils sont. Ils soutiennent le génocide. Ils soutiennent un holocauste. Ils restent silencieux sur Epstein. Ils restent silencieux sur les viols que les Israéliens commettent contre les Palestiniens. Ils n'ont donc aucune crédibilité. Mais l'Iran est le pays qui défend le peuple palestinien. L'Iran est le pays qui s'oppose à cet holocauste. Toutes ces guerres, tous ces meurtres et massacres. Je viens de publier un tweet sur une femme iranienne qui est cadre supérieur à la Compagnie nationale d'électricité iranienne. Les Israéliens l'ont assassinée aujourd'hui. Elle était responsable des statistiques au ministère, dans la compagnie électrique gouvernementale, la Compagnie nationale. Y a-t-il un soulèvement féministe aux États-Unis à ce sujet? Oui, exactement. Femme, vie, c'est une blague. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ils ne se soucient pas de l'Iran. L'Iran était un élément très important, à la fois en Afghanistan et en Libye.
Absolument. Alors en Iran, vous savez, est-ce que l'une de ces féministes bien financées ou ONG va pleurer cette femme? Bien sûr que non. Jusqu'à présent, 44 femmes ont été assassinées par le régime israélien. 42 ou 44, je ne suis pas sûr, dont 2 étaient enceintes. Y a-t-il une quelconque indignation en Occident? Bien sûr que non. Au Liban, ils ont tué des milliers de personnes. Et à Gaza, ils ont tué au moins des dizaines de milliers de femmes. Au moins, probablement des centaines de milliers, directement et indirectement. Mais le New York Times ne s'en soucie pas. Donc ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour moi. Parce que parfois les gens disent, vous savez, quand vous êtes face à ces gens-là, qu'est-ce que ça fait? Je m'en fiche. Parce qu'ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Ils ont été exposés au monde entier. Après Gaza, tout le monde sait ce qu'est le New York Times. Ce n'est pas mieux que les journaux d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose. Donc en gros, ce que fait le New York Times, ce que fait CNN, et tout l'appareil médiatique dominant en Occident, qu'il soit libéral, conservateur, et même dans des endroits comme Democracy Now!, c'est qu'ils sont occupés à diaboliser l'Iran ou Piers Morgan. Pourquoi? Parce qu'en diabolisant l'Iran, on justifie la mort et la destruction. On justifie la guerre. On essaie de créer un environnement où l'Occident peut se permettre de faire la guerre, et les gens disent, eh bien oui, l'Iran le mérite. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit l'objectif de l'animatrice de Democracy Now!, mais elle est tellement ancrée dans ce récit qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle ne semble pas comprendre qu'en réalité, ce qu'elle fait, c'est plaider en faveur de la guerre. Et elle a invité cette soi-disant irano-américaine qui n'a cessé de dénigrer l'Iran. Cela m'a rappelé un épisode à Beyrouth lorsque le régime israélien a mené des attaques contre la ville. Al Jazeera English avait envoyé ses journalistes à Beyrouth. Et alors que les Israéliens détruisaient des immeubles résidentiels et massacraient des gens, elle était à l'antenne, en train de dénigrer l'Iran, expliquant comment l'Iran viole les droits humains et les droits des femmes, et à quel point l'Iran est terrible. J'étais censé passer à l'antenne après elle, et elle c'est la journaliste d'Al Jazeera. J'ai protesté. J'ai dit, ils bombardent Beyrouth et vous dénigrez l'Iran. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces gens en Occident diabolisent l'Iran. Et ces autres personnes, elles doivent aussi diaboliser l'Iran pour rester pertinentes. Alors cette femme, l'animatrice, a invité cet Irano-américain, ce type soi-disant anti-guerre, mais il n'arrêtait pas d'insulter l'Iran et de dire à quel point c'est maléfique et que ce n'est pas comme ça qu'on provoque un changement de régime. On dirait qu'il doit dénigrer l'Iran pour être perçu comme objectif, respectable et occidental. Mais je me fiche de ce qu'ils disent sur moi. Ça ne me fait aucune différence. Ils peuvent m'appeler un monstre. Ils peuvent m'appeler un porte-parole. Ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Je pense qu'il est assez clair où je me situe et où il se situe, où vous vous situez et où il se situe. Nous sommes contre le génocide. Ils sont pro-génocide. Nous sommes contre le massacre de populations, que ce soit en Iran, au Liban, au Yémen ou en Syrie. Dans de nombreux cas, ils imitent la propagande occidentale. Je n'ai jamais suivi Democracy Now!, mais je sais que sur la Syrie, ils ont essentiellement répété la propagande occidentale. Ils sont donc complices de la destruction de la Syrie. Ils sont complices de la montée de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Ils sont complices de la tromperie de leur public, même s'ils pensent être critiques envers l'establishment. Dans le cas de l'Iran, c'est la même chose. Ils estiment qu'ils doivent attaquer l'Iran et insister sur sa supposée malveillance pour être pris au sérieux aux États-Unis. Mais en réalité, et c'est quelque chose que je constate, que je ressens, les gens à travers le monde voient désormais clair dans ce jeu.
Aujourd'hui, des personnes soutiennent l'Iran alors que je ne l'aurais jamais imaginé il y a quelques années. Parce qu'à travers le monde, on voit que c'est l'Iran qui se sacrifie ainsi que la résistance, et l'axe de la résistance qui se sacrifie. Pourquoi? Parce que les Palestiniens sont massacrés. Sont-ils persans? Sont-ils iraniens? Font-ils partie des groupes ethniques iraniens? Non, ce sont des Arabes. Bien sûr, l'Iran compte des Arabes. Mais ceux-ci sont des Arabes qui ne sont même pas proches de l'Iran. Vous savez, entre la Palestine et l'Iran, il y a 2 pays. C'est loin. Nous n'avons pas de frontière avec la Palestine. Ce sont des Arabes sunnites. Et depuis des décennies, ils essayent de créer une division entre nous. Ils essayent de dire aux Arabes que les chiites sont vos ennemis. Ils leur donnent de la désinformation et de la mésinformation sur les chiites. Ils disent que les Iraniens sont vos ennemis. Vous savez, vous êtes des Arabes. Cela a toujours été divisé pour mieux régner. Mais malgré tout cela, l'Iran reste toujours ferme dans son soutien au peuple palestinien. Et même si parfois certains Palestiniens sont profondément sectaires et que les médias occidentaux et persans les mettent en avant pour que les Iraniens se disent « Nous soutenons les Palestiniens, mais ils nous détestent », malgré cela, les Iraniens sont toujours restés fermes car ils ont toujours dit « Ils sont opprimés, ils sont maltraités, ils sont marginalisés, ils sont massacrés. » Et maintenant, le monde le voit. Maintenant, le monde voit la réalité telle qu'elle est. L'Iran est le pays qui se tient aux côtés de ces gens, de ces personnes maltraitées, alors que tous les autres sont silencieux ou complices. Donc cela ne fonctionne plus. Le récit occidental, personne ne le prend vraiment au sérieux. Ceux qui le prennent au sérieux sont des sionistes chrétiens ou des personnes fortement soumises à la propagande, profondément sectaires, comme les religieux financés par le Qatar, le gouvernement turc ou le gouvernement saoudien. Autrefois, c'était l'Arabie saoudite qui faisait ce genre de choses, mais elle s'est retirée et s'est éloignée du wahhabisme et du salafisme. Désormais, c'est la Turquie et le gouvernement turc, bien sûr, ainsi que le Qatar, qui sont derrière ce genre de choses. Et c'est très triste, car la Turquie est une société formidable. Elle ressemble beaucoup à l'Iran, vous savez, la tradition soufie, et elle est similaire à bien d'autres égards. Mais le gouvernement, il était autrefois le précurseur dans le monde islamique. Oui, je veux dire, vous savez, c'est pareil avec le Pakistan. Le Pakistan a été plus précurseur que la Turquie. Il était modéré. Et en fait, si vous avez vu l'interview sur Sky News entre le ministre de la Défense pakistanais et le journaliste, il disait « Pendant 30 ans, nous avons fait votre sale boulot. » Je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais l'Occident, à travers l'argent saoudien et ainsi de suite, a poussé le Pakistan et l'Afghanistan à s'éloigner de leur islam traditionnel et modéré vers l'extrémisme et le salafisme. C'est l'Occident qui a fait ça. Tout comme ils promeuvent le sionisme, tout comme ils promeuvent les néo-nazis en Europe, ils promeuvent les extrémistes dans notre région du monde. Et maintenant, malheureusement, la Turquie, le régime d'Erdogan, fait la même chose. Encore une fois, je parle en tant qu'individu. Je ne fais pas partie du gouvernement iranien. Le gouvernement iranien ne dirait jamais quelque chose de similaire à ce que je dis. Mais ce sont mes opinions. Si j'étais ministre des Affaires étrangères, évidemment je ne m'exprimerais pas du tout de cette manière. Mais ce sont mes opinions. Les gens à travers le monde voient que l'Iran, le Hezbollah Ansar Allah, ces forces qui se sont tenues aux côtés du peuple palestinien et ont fait ces sacrifices, sont du bon côté de l'histoire. Ils sont du côté de la vérité. Et l'Occident, ils sont du côté du génocide. Il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, quand les gens repensent à des décennies de discours anti-iraniens, à moins d'être profondément sectaires, profondément racistes, ou à moins d'être
Vous savez, de se rappeler du culte sioniste, des chrétiens sionistes qui croient que le Christ aime le génocide. Ces gens fous, les gens comprennent ce qui se passe. Je le ressens, je le vois, parce que j'ai beaucoup d'interactions avec les gens, surtout au cours des 20-21 derniers mois. Les choses ont changé de façon spectaculaire. Et vous savez, j'espère qu'on verra du changement dans toute la région. Je ne pense pas que les choses resteront ainsi. Mais en tout cas, oui, c'est malheureusement comme ça que l'Occident est. Vous avez mentionné comment le Pakistan est devenu la victime de ce radicalisme dans les années 1980, à la fin des années 1970, après le renversement de Zulfikar Ali Bhutto et l'arrivée de Zia-ul Haq. Mais la principale préoccupation était l'Afghanistan. Et la tragédie, c'est que l'Afghanistan n'était pas un paradis, mais culturellement, c'était un pays très ouvert. Il y avait des femmes à l'université ou des personnes comme Gulbuddin Hekmatyar et d'autres, financées par la CIA et l'argent saoudien, ont commencé à jeter de l'acide, à faire tout leur possible pour chasser les femmes des universités, des hôpitaux, de tous les lieux publics. Tout cela visait à attiser ce mouvement djihadiste. Eh bien, vous savez qu'en Afghanistan, je suis sûr que vous le savez, et je suis sûr que beaucoup de vos téléspectateurs le savent aussi, mais la catastrophe afghane n'a pas commencé avec l'Union soviétique. Elle a commencé avec Carter et Brzezinski, qui ont élaboré un plan pour encourager l'Union soviétique à envahir. Ils ont donc commencé à soutenir ces soi-disant moudjahidines, et ils voulaient créer le Vietnam de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique est tombée dans le piège. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers livres Takfiri n'ont pas été publiés par l'Arabie saoudite. À l'époque, les Saoudiens n'en avaient pas la capacité. Ils ont été publiés par les États-Unis, aux États-Unis, par l'Université du Nebraska à Omaha. Et les gens peuvent vérifier cela. Ils peuvent utiliser DeepSeek dès maintenant. Donc, une maison d'édition universitaire a publié des livres Takfiri pour aider à répandre l'extrémisme en Afghanistan, afin qu'ils détestent les Russes. Et bien sûr, nous savons, n'était-ce pas l'Université du Nebraska, ce fameux centre de relations internationales? Beaucoup d'universités aux États-Unis sont tristement célèbres, mais en tout cas, eh bien, vous savez, je ne veux pas généraliser, parce que de bonnes personnes sont passées par beaucoup de ces universités. Je ne veux pas, vous voyez, mais le fait est que des universités américaines clés ont eu une relation étroite avec l'USAID, avec le NED et avec l'armée. Je veux dire, les universités américaines ont été des outils. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes personnes là-bas, ou qu'il n'y a pas de bons professeurs, mais les écoles, les universités font partie de cet appareil impérial. Mais en tout cas, un dernier point que je voudrais aborder avant que vous ne posiez une autre question, c'est que lorsque la Turquie et le Qatar, surtout ces deux-là, ont commencé à collaborer avec les Américains pour soutenir les extrémistes en Syrie et appuyer ces groupes Takfiri, j'ai été invité en Turquie parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, y compris au sein du parti au pouvoir ainsi que dans d'autres partis. Je connais des membres du parti au pouvoir depuis avant leur arrivée au pouvoir et ils m'ont invité en Turquie pour une conférence à laquelle j'ai participé en 2012, puis à nouveau en 2013, la même conférence. Et j'ai dit à chaque fois que ce qui se passait en Syrie, une sale guerre, n'était pas dans l'intérêt de la Turquie, et je leur ai donné l'exemple du Pakistan. Et j'ai dit que le Pakistan était un pays modéré, un pays cultivé. Et regardez ce que l'idéologie Takfiri a provoqué. J'ai ajouté que cela aurait un impact similaire sur la Turquie. Des années plus tard, mes amis du parti au pouvoir m'ont dit « Tu avais raison ». Et maintenant, à Istanbul et dans d'autres villes, on voit ces endroits où les salafistes et les extrémistes salafistes, les groupes Takfiri, posent un gros problème pour eux.
Mais monsieur, Erdogan les utilise comme ses soldats de base et il ne rend aucun service à la région, ni au peuple turc. C'est très triste, car nous avions de grands espoirs en Hekmetin Erbakan. C'était un vrai leader, un véritable ami de la Palestine, un homme de grands principes, et les puissances en Turquie et l'OTAN ont réussi à l'écarter de la scène politique et à installer une direction pro-OTAN. Bringing in an elite that is pro-NATO.